Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres, journaliste politique au JDD, Victor Hérault, excusez-moi. Hérault en plus, oh là là, journaliste politique à l'heure actuelle. On parlait de cette séquence, pardonnez-moi Victor. Non mais en plus il en a un tellement gros. Oh, c'est l'hôpital qui te fout de la charité. On était avec François-Xavier Tchécoli, député droite républicaine de la Haute-Corse. Alors bon, on voit qu'il essaye de faire un petit peu contre fortune bon cœur et être optimiste, mais enfin, elle est effroyable cette séquence pour les Républicains, clairement. Victor Hérault, en cas de dissolution demain, on ne donne pas cher de la peau des Républicains quand même. Alors ça, c'est la résultante de l'esprit de Munich. C'est-à-dire, c'est comme avant la guerre, les députés LR ont tout fait pour éviter la dissolution. Jusqu'ici, ils y sont arrivés, puisqu'on dit que la dissolution s'éloigne, mais enfin, à force de compromis pour retarder la dissolution, le jour où la dissolution arrivera, les électeurs se souviendront très bien des choix qui ont été faits. L'avantage comparatif qu'avaient les Républicains sur le Rassemblement national, et ils le répétaient à l'envi, dans leurs mots, c'est le sérieux budgétaire. Le Rassemblement national est socialiste, nous on est de droite, on a le sérieux budgétaire. Là, avec la caution de ce budget, alors il faudra voir, parce que voilà, le budget va passer par tout un tas de moulinettes sénatoriales et à l'Assemblée, mais in fine, ce budget, les Républicains devront se positionner. S'ils votent un budget où il y a la suspension de la réforme des retraites, ça va être compliqué derrière de dire on est un parti de gouvernement et on est le parti du sérieux budgétaire. Mais est-ce qu'ils n'ont pas déjà consenti ? Écoutez, là, d'une certaine pour manière, l'instant, dans la séquence, oui, c'est tout le problème. Alors le problème, c'est que le parti en entier des Républicains est pris en otage par ses députés, qui sont la vitrine du parti, mais ils ne sont pas du tout représentatifs du reste du parti. Parce qu'en réalité... ils sont divisés quand même, de la direction, c'est-à-dire de Bruno Retailleau, en passant par les sénateurs, les chefs de fédération et la base militante, en réalité, aucun n'était d'accord pour rentrer au gouvernement et une grande majorité était pour censurer le gouvernement. Les députés, les Républicains, Laurent Wauquiez en tête, rappelons qu'il est président du groupe LR à l'Assemblée, droite républicaine à l'Assemblée, ont pris en otage le parti. En tout cas, c'est la porte ouverte à l'OPA inamicale du RN, n'est-ce pas ? Je vous propose d'écouter Jean-Philippe Tanguy, qui était l'invité ce matin de la grande interview Europe 1 CNews, le président délégué du groupe RN, qui évoque justement cette union des droites. Vous savez qu'avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on est pour l'union nationale. Il faut unir tous les Français dans une vision gaullienne de la France. Vous savez, on en a parlé, la situation de la France est tellement grave sur tous les sujets que pour redresser le pays, il faut que tous les patriotes, tous ceux qui sont attachés à notre pays, à son destin, puissent se rassembler. Souvent, ils viennent de la droite parce que les valeurs de respect, de la transmission, de l'enracinement, du travail peuvent souvent venir à droite, mais il y a aussi des patriotes de gauche, des gens attachés à la valeur travail. Moi, je pense aux ouvriers français qui sont attachés à leur usine, à leur outil de travail, à leur nation, aux valeurs méritocratiques de l'école, à un vrai service public, des fonctionnaires qui sont au service du public et pas d'autre chose. Ces gens-là, ils veulent aussi qu'on redresse la France. Jean-Philippe Tanguy, donc sur Europe 1 CNews ce matin, Jules Torres. Non, mais tous les électeurs de droite, je pense, sont d'accord avec ce qu'a dit Jean-Philippe Tanguy. C'est pour ça que les débats politiciens partisans, c'est vrai qu'on les a, et c'est normal de les avoir, mais en réalité, quand vous regardez la base, quand vous regardez la sphère militante, quand vous regardez les électeurs, ils sont absolument d'accord pour faire cette coalition des droites, cette union des droites. Après, ça dépend. Quand on vous parle d'union des droites, il y a des gens qui pensent que ce serait un seul candidat unique à l'élection présidentielle. Ça n'a jamais existé. Même en 65, il y avait plusieurs candidats. Il y avait Le Canuet, il y avait Tixier. Enfin, il y avait beaucoup de candidats à droite. Ça n'a jamais existé. Ensuite, quand on parle d'élections législatives, il n'y a jamais eu non plus de coalition des droites aux législatives. Le fait est que quand Nicolas Sarkozy fait une campagne extrêmement à droite, populaire, sociale, régalienne, sécuritaire en 2007, il assèche les voix du Rassemblement du Front National à l'époque et Jean-Marie Le Pen se retrouve à moins de 10% et il fait cette union des droites. En réalité, il avait tous les électeurs de droite, le peuple de droite était derrière lui. Donc le sujet, c'est pas tant d'appeler à l'union, c'est que est-ce que les électeurs le veulent et sur quoi ? De fait, aujourd'hui, je pense que Marine Le Pen coche un certain nombre de cases. Elle le refuse. Je pense que dans cette histoire, personne n'a la vérité en réalité, parce que les LR refusent au nom d'un argument qui n'existe plus, c'est-à-dire sur l'économie, on pense plus pareil qu'eux. Ça c'est terminé parce qu'ils ont accepté la suspension de la réforme des retraites cette semaine. Donc il n'y a plus cet argument-là. Le RN n'a jamais voulu une union des droites parce qu'ils veulent faire une sorte d'union des patriotes, une union nationale, en pensant qu'il pourrait avoir des députés de gauche. Ça, c'est ça. Voilà. C'est peut-être la limite de l'exercice. Et Reconquête, qui pour le coup demande l'union des droites souvent, on a quand même un peu le sentiment qu'ils veulent que ce soit eux le dénominateur commun, alors qu'ils sont les plus bas dans les sondages et pas forcément en capacité de faire cette union. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour les électeurs de droite, c'est un petit peu désastreux.
désastreux. Mais c'est vrai que quand on voit la capacité de la gauche aujourd'hui à se rassembler, alors que c'est des gens qui objectivement se détestent, s'insultent, quasiment de nazis. Monsieur Roussel avait été traité de Doriot par Jean-Luc Mélenchon. Mais ces gens-là, c'est pas grave. À la moindre élection, à la moindre odeur de postes et de postes clés à l'Assemblée nationale, eh bien, ils se tapent dans la main alors qu'ils se détestent et qu'ils partagent beaucoup moins de choses sur le plan politique que toutes ces personnes et toutes ces composantes de la droite. On voit déjà le duo Laurent Wauquiez qui n'a de cesse que d'aller à l'encontre de Bruno Retailleau. Mais ça, c'est ridicule. Quand vous voyez Laurent Wauquiez... Comme vous dites, les électeurs s'en souviendront. Mais Bruno Retailleau a fait une grave erreur stratégique en laissant la présidence du groupe LR à l'Assemblée à lapsus révélateur, à Laurent Wauquiez au lendemain de la présidence LR. Il n'allait pas le donner à Patrick Hetzel. Mais là, il pouvait le donner à Michel Barnier qui vient de rejoindre les rangs de l'Assemblée. Ça aurait été plus pratique, en tous les cas, pour appliquer des ordres de Bruno Retailleau à l'Assemblée vis-à-vis du président du groupe. On a beaucoup commenté ce budget qui va être examiné à partir de lundi. Alors c'est sûr que les niches fiscales, c'est un patchwork. Les électeurs d'Europe 1, vous allez tous passer à la caisse. Tout le monde, vous aussi, moi aussi. Enfin, là, je crois qu'il n'y a personne qui est épargné. Alors, l'AME, c'est sûr qu'on repassera, là, pour le coup. Ça, c'était pas prévu au programme. Alors, on a découvert à la lecture de ce budget, merci Jules, ces niches qu'on ne savait pas exister, les APL sur les étudiants étrangers. Alors ça, j'avoue que non, vous les connaissiez, vous ? Oui, parce qu'on a fait 400 millions, quand même. On a fait un sujet sur CNews la semaine dernière avec toutes les aides aux étrangers, et c'est vrai que c'est une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent parce qu'on connaît l'AME, parce que c'est extrêmement symbolique, que c'est quelque chose parfois auquel les Français n'ont pas le droit, que c'est un budget qui a doublé, c'était 500 millions en 2012, aujourd'hui c'est plus d'1,4 milliard, et encore certains spécialistes vous disent que c'est beaucoup plus. On a des éléments extrêmement symboliques sur le recollement des oreilles, la rhinoplastie, la balnéothérapie, alors que les Français n'y ont pas droit gratuitement, alors que eux contribuent. Ça, c'est le pendant symbolique, mais oui, aujourd'hui, les étrangers en France ont droit à un certain nombre d'aides. Les APL, les étudiants étrangers, le RSA. Vous verrez, quand vous aurez des enfants que vous voulez les envoyer à l'étranger, il n'y a pas de bourse ou il n'y a pas d'aide. Mais c'est juste que vous les envoyez pas, c'est tout. Et c'est pas grave. En réalité, le vrai problème dans ce budget, c'est que non seulement on va s'en prendre aux Français, on va aller taper dans la poche des Français, même si, dans le fond, on pourrait discuter de chacune des mesures. Est-ce que oui ou non, c'est à la France de financer des tickets restaurants, c'est à l'État de financer des tickets restaurants ou des chèques vacances. Est-ce que oui ou non, on doit être plus nombreux à payer l'impôt sur le revenu? Ça, c'est un vrai débat. Mais tant que l'État ne fera pas son propre aggiornamento, c'est-à-dire qu'il ne réduira pas sa propre dépense publique et qu'il n'ira pas sur les sujets tabous comme l'immigration, les Français comme moi, ils ne voudront pas payer plus d'impôts. Oui. Et Victor Hérault, vous avez entendu aussi avec ce rapport Rodwell-Lefebvre que l'Algérie refusait par exemple de verser les pensions de retraite aux pensionnaires algériens résidant en France au motif d'une interprétation assez restrictive d'une convention, je crois, de la sécurité sociale des années 80. Devinez qui paye la différence ? C'est la France. Oui. Et puis Nicolas. C'est Nicolas. C'est Nicolas surtout, mais c'est toujours Nicolas. De toute façon, c'est le contribuable. C'est quand même fascinant, ça aussi. Et il n'y a pas de réciprocité, bien sûr, évidemment. La France respecte. Donc, effectivement, en 80, on signe un accord avec l'Algérie disant que chacun des deux pays verserait des pensions aux résidents du pays en question dans l'autre pays. Enfin, en gros, l'Algérie paye pour les retraités algériens qui vivent en France et vice-versa. La France a respecté cet accord. Chaque année, la France verse 361 000 pensions à des Français qui résident en Algérie. Ça représente 1 milliard d'euros chaque année. Oui. Chaque année. La France respecte cet engagement-là. Alors, l'Algérie, en revanche, elle ne respecte pas, on vient de le dire, et elle garde, donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre, elle garde les cotisations des Algériens qui ont cotisé toute leur vie, et elle ne reverse pas les pensions de retraite à la France, et qui paye, c'est bien la France, puisqu'en fait, ces Algériens vivant en France, on précise qu'ils ne sont pas franco-algériens, ce sont des Algériens, donc des étrangers, qui vivent en France, viennent devant l'ASPA, c'est-à-dire l'allocation de solidarité pour personnes âgées, qui ne peuvent pas lui refuser d'allocation. Et en plus, parce que l'accord d'Algérie apportant des privilèges dingues aux ressortissants algériens en France, il ne s'applique même pas la condition de résidence de 10 ans au préalable avant de toucher des prestations, des subventions. Pour tout étranger, normalement, on est soumis à une résidence ininterrompue de 10 ans sur le sol français avant de pouvoir prétendre à une prestation. Ça ne s'applique pas à ces résidents algériens.
Alors, je sais pas, Jules Torres, si vous avez écouté le journal d'Europe 1 avant, mais j'écoute toujours. Aujourd'hui, l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, a participé aux commémorations du 17 octobre 1961. Vous savez, c'était ce jour où une manifestation algérienne aurait été violemment réprimée par le préfet de police Maurice Papon sous les ordres de l'Élysée. A priori, oui, sous les ordres de l'Élysée, mais c'est absolument pas étonnant. Évidemment, moi, que j'ai été heurté par cette dépêche quand je l'ai reçue sur mon téléphone et quand je l'ai entendue dans le journal d'Europe 1. Mais du reste, moi, ça ne me choque pas. Depuis 2017, Emmanuel Macron est dans une stratégie de la carpette et de la soumission avec l'Algérie. Des dirigeants français qui vont se recueillir sur la tombe de membres du FLN, s'il y en a eu, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Donc évidemment que c'est extrêmement scandaleux. Je vous rappelle que les gens du FLN ont du sang sur les mains, ont du sang français sur les mains, que c'est par ailleurs insulté, craché au visage de tous les harkis, de tous les pieds noirs qui vivent en France. Mais encore une fois, ça participe d'une stratégie d'Emmanuel Macron d'être extrêmement faible avec ce régime qui, je le rappelle, détient encore 2 otages dans les geôles algériennes, Monsieur Glaise et Monsieur Sansal. Oui. Et évidemment, Emmanuel Macron, moi, ça ne me heurte pas. Je comprends même pourquoi il le fait. Il a peur d'un backlash en France, il a peur d'un retour de bâton. Il pense que la communauté algérienne peut s'énerver en France, qui d'ailleurs est pour moi une insulte à la communauté algérienne qui n'est certainement pas, à mon sens, sur les positions de Monsieur Tebboune, qui condamne, à mon avis, dans la grande majorité, les agissements de Monsieur Tebboune contre Christophe Glaise et Boualem Sansal. Mais encore une fois, c'est de la petite diplomatie, c'est de la petite politique. Et Emmanuel Macron bien paiera tout ça à un moment donné dans les urnes, dans les sondages. Il sera le pire président de la 5e République. Déjà le cas, hein. Ça commence déjà. Mais vous verrez qu'à force de faire cela et à force d'attiser ce ressentiment qui peut exister chez certains Français, il le paiera de son mépris. Et d'ailleurs, on apprend au détour de ce rapport aussi que les reprises de OQTF qui étaient en chute libre sont au niveau 0 désormais. Ça nous amène dans quelques instants à ce procès de la meurtrière de la petite Lola, justement, qui était OQTF algérienne au moment des faits.